Merci de m'avoir convié de nouveau à venir à Versailles. Donc cet après-midi, on m'a demandé de vous présenter la question des festins au grand siècle. Et je partirai d'une iconographie, d'un dessin qui représente un festin donné à Louis XIV par le corps de ville de Paris en 1687 pour commémorer sa convalescence après l'opération de sa fistule anale. Et on a la chance d'avoir un certain nombre de documents iconographiques qui nous permettent de voir à quoi pouvait ressembler un festin au XVIIe siècle. Et sur ce dessin, ce que nous pouvons voir tout de suite, c'est l'importance de la procession des plats. Vous avez plusieurs domestiques portant livrées avec des bassins de rôt, de viande rôtie qu'ils portent et qui viennent des cuisines. Donc on voit tout de suite l'importance de l'abondance alimentaire, élément essentiel dans le spectacle d'un festin au XVIIe. Si on continue à regarder cette représentation d'un festin au XVIIe, on voit qu'il y a un mouvement tournant de rotation des plats, puisqu'on a des domestiques qui reviennent vers nous. Et donc, il y a une question de mouvement, comme un ballet en quelque sorte. Tout ça étant orchestré par un maître d'hôtel, le maître d'hôtel que l'on reconnaît ici parce qu'il porte l'écharpe de commandement nouée à sa taille et il porte également un bâton. Et nous verrons que le maître d'hôtel joue un rôle essentiel dans l'organisation des festins au XVIIe. Si on continue à regarder cette image, la procession de plats va vers le haut bout, une place d'honneur. Il y a toujours une place d'honneur dans un festin du grand siècle. On verra que le festin est obligatoirement la marque d'une société totalement inégalitaire. Et c'est le spectacle de la hiérarchie sociale qui est mis en scène dans le cadre d'un festin. Ici, vous avez le dais qui vient renforcer le haut bout. Et évidemment, le roi est sous le dais et le roi est dans la perspective. On est totalement dans une logique d'un dessin absolutiste, dans la manière dont est organisée la scène. Vous avez juste à côté du roi un gentilhomme qui est en train de servir le roi. On peut remarquer que ce gentilhomme n'est pas habillé comme les domestiques, il ne porte pas de livrée. Donc c'est réellement un gentilhomme. On ne sait pas trop quel est son statut. Est-ce qu'il est écuyer tranchant? Est-ce qu'il est également maître d'hôtel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il appartient à la bonne société et qu'il s'occupe du roi. Peut-être lui porte-t-il sa serviette, qui est un honneur dans le cadre du grand siècle. Si on continue à regarder un petit peu cette représentation d'un festin, vous avez derrière le roi un domestique qui porte un plateau avec flacons et verres, ce qui nous permet de voir le service de la boisson, qui est un service un peu spécifique dans le cadre du repas à la française, dit à la française. Et derrière cet homme qui sert la boisson, vous avez un dressoir, un meuble avec des gradins sur lesquels on a déposé des pièces d'orfèvrerie, peut-être des porcelaines également, des objets précieux qui participent au spectacle du festin selon un héritage qui est un héritage de l'époque médiévale. Le dressoir n'est pas du tout spécifique du XVIIe, c'est quelque chose qu'on a déjà pour le Moyen-Âge et la Renaissance et que l'on va garder au XVIIe avec une culture matérielle de l'excellence de l'œuvre d'art qui sera mise en scène sur les dressoirs. Vous pouvez également noter de l'autre côté du dessin une tribune avec des musiciens, parce qu'il y a aussi un paysage sonore des festins. La musique est également présente. En introduction de cette conférence, ce dessin de Pierre Lepôtre nous permet de voir en fait différentes thématiques sur lesquelles nous allons développer cette conférence autour du spectacle, autour de la rotation des plats, autour également du service de la boisson et de la musique. Donc le premier point qu'on peut noter, c'est que le festin est un spectacle total dans la culture aristocratique de l'Ancien Régime, et ce spectacle est ordonné par le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, c'est vraiment l'homme le plus important dans un hôtel aristocratique de l'Ancien Régime. C'est un élément que l'on voit bien sur cette peinture du règne d'Henri IV, où vous avez un maître d'hôtel quasiment jupitérien au cœur de la composition. On voit qu'il tient le bâton de commandement, exactement comme dans le dessin que nous venons voir en introduction. Et vous avez d'un côté
une procession, là encore, qui vient des cuisines, mais les cuisines ne sont pas montrées. Les cuisines sont en sous-sol ou mis en terré. Les cuisines sont des lieux purement mécaniques. C'est des lieux qu'on ne visite pas, qu'on ne met pas en avant dans l'iconographie de l'époque moderne et évidemment pas dans les festins. Le festin est un espace qui est éloigné des cuisines, à la fois d'un point de vue spatial, mais également culturel. Et la procession des plats est une façon d'oublier l'origine ignoble de ces plats venant de la cuisine, le côté bassement mécanique. Sur ce tableau, on voit que le maître d'hôtel, lui, est en salle. Il fait partie de la domesticité du paraître. Le maître d'hôtel est l'homme de la bonne chère, et l'homme de la bonne chère que l'on montre dans la culture du XVIIe. Alors cet élément se voit très bien sur une planche de billets qui a été réalisée par Abraham Boss. Une planche de billets qui était destinée à l'Épiphanie. L'idée, dans une logique un peu carnavalesque, était de faire tirer aux différents convives d'une fête des rois un billet, et sur ce billet, il avait un rôle à jouer pour la journée, puisque l'Épiphanie est en fait le premier moment du carnaval. C'est la première étape d'un cycle carnavalesque qui va durer plusieurs temps. Et sur cette planche, on a évidemment le roi de la fève, donc qui sera le roi de la journée, le roi bois. Vous avez juste à côté du roi de la fève le maître d'hôtel, et c'est pas un hasard si dans l'économie de la planche, le maître d'hôtel est juste à côté du roi. Le maître d'hôtel, c'est l'homme de confiance, plus qu'un cuisinier. Sous le maître d'hôtel, sur la planche de billets, vous avez l'écuyer tranchant. L'écuyer tranchant, c'est celui qui va découper les viandes et les poissons devant les maîtres. Parfois, le maître d'hôtel est également écuyer tranchant. Le maître d'hôtel, comme l'écuyer tranchant, peuvent appartenir à la bonne noblesse, voire à la plus haute noblesse si on est à la cour de France. Ce ne sont pas des tâches dérogeantes. Ça fait partie de l'éducation des gentilshommes, de savoir paraître, de savoir couper, de savoir découper, de savoir reconnaître les bons morceaux et de montrer son élégance, son agilité à servir les plats en public dans le cadre du festin. En revanche, sur cette planche de billets, on s'aperçoit que le cuisinier est éloigné par rapport au maître d'hôtel et le marmiton, lui, est juste en dessous le cuisinier. Donc il y a bien une forme de ségrégation sociale et également culturelle avec un monde de la cuisine qui est dévalorisé par rapport au monde du maître d'hôtel. Donc le maître d'hôtel, si on reprend les gravures d'Abraham Boss, on voit bien que le maître d'hôtel appartient à l'élite. On le voit grâce à la verticalité du corps, on le voit par la tenue à la mode qu'il porte sur cette gravure, on le voit sur l'environnement aristocratique. Il est sur une galerie qui donne sur un jardin, donc il y a une image très, très galante, très mondaine. Alors que si vous prenez le cuisinier, lui, est courbé. Donc ça renvoie à une image dévalorisée dans la société d'Ancien Régime. Il est dans un milieu clos, enfumé. Il n'y a pas de système d'aération efficace dans les cuisines de l'Ancien Régime. Et il est dans un lieu surchauffé. On le voit, si on regarde le visage de ce cuisinier, où le feu très vif, ce cuisinier est en train de préparer une fricassée. On le voit grâce aux longs manches de la poêle, qui montre bien que c'est une poêle à frire. Et il est en train de préparer un des mets les plus gourmands de la société d'Ancien Régime, probablement ici une fricassée de poulet. Et vous avez également derrière lui une bouteille de vin, parce que le cuisinier a la réputation d'être un ivrogne. Donc on retrouve l'image très négative d'un homme qu'on ne montre pas, qui ne va pas en salle et qui est plutôt associé à la saleté, à la balourdise. C'est le maître d'hôtel qui joue un rôle important. Et vous avez donc le marmiton, là, donc cet enfant de cuisine qui est en train de tourner des volailles qui sont en train de rôtir. Donc
Donc on voit la position très inconfortable de ce jeune enfant, la chaleur qui va le brûler obligatoirement, et en même temps, on a toute cette culture de la viande rôtie qui donnera sa matière au service du rôt, qui est le service le plus important d'un service à la française. Donc le maître d'hôtel est bien connu, notamment grâce à des traités qui sont destinés à son éducation, qui sont destinés à apprendre l'art de bien traiter. Donc l'art de bien traiter qui est un manuel qui est publié en 1672 par un dénommé LSR. On ne sait pas qui est LSR. À la BNF, dans le catalogue, on nous dit le sieur Robert, mais on sait strictement rien. Tous les cuisiniers s'appellent Robert, dans la logique d'Ancien Régime, mais on ne sait pas si c'est un cuisinier. En fait, quand on lit l'art de bien traiter, on s'aperçoit qu'il y a un registre de langue, qu'il y a derrière une sensibilité à la manière de préparer les tables, à la manière de préparer les collations, qui est le repas à la mode au XVIIe. Et il y a une attaque en règle contre le cuisinier François, qui lui est un livre de cuisine rédigé par un cuisinier. Tous ces indices laissent penser que LSR est un maître d'hôtel. Vous avez un autre exemple, la maison réglée d'Audiger. Donc là, on sait que c'est un maître d'hôtel. Donc il y a toute une littérature publiée par des maîtres d'hôtel où on explique quelles sont les tâches de ce maître d'hôtel. On le voit par exemple également dans l'école parfaite des officiers de bouche, 1662 pour la première édition, où l'ordre des traités qui sont contenus dans l'école des officiers de bouche nous montre bien la hiérarchie, la vraie hiérarchie d'un hôtel aristocratique du XVIIe. On commence par le vrai maître d'hôtel, vous avez ensuite le grand écuyer tranchant, puis la boisson avec le sommelier royal. En quatrième position, on vous met le confiturier royal, parce qu'il y a tout un engouement pour le sucre, notamment grâce au boom sucrier rendu possible par l'Amérique, que ce soit le sucre du Brésil et surtout dans les années 1660, le sucre qui vient des îles à sucre, des Antilles. Ensuite, vous avez le cuisinier royal. Vous voyez que le cuisinier, il est quand même quasiment à la fin. Et en tout dernier, le pâtissier royal, celui qui est capable de préparer les pâtes feuilletées, pâtes brisées, mais qui est tout en bas. Ce qui montre bien qu'on a une hiérarchie qui est très différente de la hiérarchie actuelle, où le cuisinier est mis en avant. Là, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment le maître d'hôtel. C'est lui qui a un logement à part dans l'hôtel aristocratique. C'est lui qui gère le recrutement des autres officiers qui vont travailler du côté de la bouche. C'est lui qui gère les traités de pourvoirie, c'est-à-dire d'approvisionnement pour la table. Et donc, c'est lui qui va nous intéresser cet après-midi, puisque c'est lui qui organise les grandes festivités. C'est lui qui prépare à la fois le plan de table, qui décide du menu, qui décide du décor, et c'est vraiment l'homme essentiel pour réussir un festin. Et vous verrez que le maître d'hôtel le plus célèbre du XVIIe, c'est Vatel, qui n'a jamais été cuisinier, mais qui est maître d'hôtel de Condé et qui va jouer un rôle important, notamment dans les grandes fêtes de 1671 à Chantilly, fêtes offertes à Louis XIV et à la cour par Condé. Le maître d'hôtel joue un rôle essentiel dans le festin par l'organisation du plan de table. Le plan de table qui est un des éléments essentiels du spectacle que représente le festin. Ici, vous avez un document exceptionnel qui est un plan du service de viande, donc viande au sens de chair. Ici, on a la fin du XVIIe, donc c'est la viande au sens actuel du terme, pour des tables du roi à Marly, pour la fin du règne. Et c'est intéressant que ce soit en plus Marly, puisque Marly est l'endroit où Louis XIV va faire bonne chère, plus qu'à Versailles en réalité. Marly est le lieu de la bonne chère dans les dernières décennies du règne du souverain. Et ce plan de table nous montre ce que peut être une table élégante au sens de propreté. Au XVIIe, on nous parle tout le temps de la propreté d'une table. La propreté au XVIIe veut dire l'élégance, et l'élégance, ça veut dire la symétrie. Pensez à un jardin à la française, pensez à la façade d'un bâtiment français, la colonnade Perrault ou autre. Le plan de table reprend totalement cette symétrie, et ce plan de table ne bougera pas pendant les premières séquences du service à la française, c'est-à-dire du potage jusqu'à l'entremet. C'est le même plan de table qui va être conservé. Et
Nous allons maintenant pouvoir aller un peu plus loin et s'intéresser donc à l'ordre des mets, à l'organisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le service à la française. Mais quand on dit le service à la française, il n'est pas spécifiquement français en réalité. C'est un service qui est occidental, qui n'est pas spécifique du XVIIe. C'est un service qui apparaît dans les derniers siècles du Moyen Âge et qui n'est appelé service à la française qu'à partir du XIXe siècle, donc a posteriori. Et c'est un service qui va connaître son apogée au XVIIe siècle. D'un point de vue social et culturel, c'est vraiment au XVIIe qui va connaître son apogée et qui va être progressivement remplacé, concurrencé, puis remplacé par le service à la russe au cours d'un long XIXe siècle. Mais pour ce qui nous intéresse, pour les festins du XVIIe siècle, obligatoirement, il s'agit d'un ordre des mets à la française. Et cet ordre des mets est marqué par plusieurs services. Dans un service à la française, vous avez plusieurs séquences et vous avez au minimum 3 séquences. Au minimum 3 séquences. Ici, on peut le voir pour ce repas servi chez le duc d'Aumont en décembre 1790. Vous avez le premier service qui s'appelle toujours le service du potage, c'est-à-dire qu'on donne au nom du service le nom du plat vedette. Et là, le plat vedette, c'est le potage que l'on sert tout de suite, qu'on peut consommer tiède. C'est un des rares plats qu'on peut consommer tiède dans un service à la française. Et vous voyez que dans le premier service, ce potage est accompagné d'entrées et également d'hors d'œuvre. Vous avez ensuite le second service qui est le service du rôt, qui est le service le plus prestigieux, le plus important, qui est celui de la viande rôtie. La viande est un mets de puissant, c'est la puissance économique, la puissance sociale est indiquée par le rôt. Et d'ailleurs, quand l'Église veut imposer la pénitence alimentaire, c'est la viande qu'elle supprime. C'est pas le poisson ni les légumes, ce qui montre bien le statut essentiel du rôt. Et enfin, dernière séquence, le dessert, si on est dans les milieux bourgeois, ou le fruit, si on est à la table du roi. Le fruit du roi, c'est la dernière séquence, le dessert. Et ce que vous pouvez donc noter, c'est la multiplication des plats à chaque service. Pour 42 convives, on a quand même 171 plats qui sont servis pour ce menu qui n'est pas un menu pentagrélique. Vous pouvez remarquer qu'entre le premier service et le second service, on a exactement le même nombre de plats. 16 potages, 16 rots, 13 entrées, 13 entremets, 28 hors d'œuvre, tout simplement parce qu'on remplace les plats au fur et à mesure de la rotation des plats et on ne bouge pas l'ordre de présentation des plats. C'est-à-dire que le plan de table qui a été prévu par le maître d'hôtel est respecté entre le potage et le rot. Donc on remplace un plat par un autre ou alors on remplace un plat par 2 plats plus petits. Donc on aurait très bien pu avoir 13 entrées et 26 entremets, mais en gardant exactement toujours la même symétrie. Donc ça, c'est le principe du repas à la française. Donc une avalanche de plats, froid et chaud, sachant qu'on mange plutôt tiède. C'est pas un privilège de l'aristocratie de manger chaud, c'est plutôt la paysannerie qui mange chaud, c'est pas les élites à l'époque moderne. Donc plutôt tiède, mais on mélange également des plats chauds et froids. Et on peut ensuite avoir un peu plus de séquences. Donc au minimum, potage, rôt, fruits. Dans la plupart des cas, en fait, on a 5 services. Le potage, on a après le potage le service des entrées qui présente quelques viandes. Ensuite, le rôt, qui est vraiment le moment essentiel. Les entremets qui sont essentiellement des plats de légumes. Il y a un engouement pour les légumes au XVIIe siècle. C'est là où on va servir par exemple les petits pois, les asperges, les champignons, les artichauts, etc. L'entremet va former un plat, une séquence à part. Et dans l'entremet, on va également mettre des crèmes, des œufs, et on peut mettre dans l'entremet des plats qui sont salés et sucrés, ce qui permet de faire une transition vers le fruit étant en principe sucré. C'est-à-dire que potage, entrée, rôt, on est dans le salé. L'entremet, on commence déjà à glisser un petit peu vers du sucré et on finit par du sucré, selon une logique qui est spécifiquement française, qu'on n'a pas dans les autres pays à l'époque moderne, de cette séparation entre le sucré et le salé, aussi bien dans la préparation des plats que dans les plats qui vont être servis. Potage, entrée, rôt, entremets, fruits. Donc là, on arrive à un repas en 5 séquences, qui est le repas le plus classique pour les festins.
Et quand on veut marquer vraiment le côté solennel d'un festin, où on veut marquer les esprits, on multiplie les séquences de row. Donc on peut avoir premier row, deuxième row, troisième row, quatrième row. Hein, on peut multiplier. On ne le fait pas pour le potage, pas pour les entrées, pas pour l'entremets, pas pour les fruits. C'est vraiment le row. Ce qui montre bien que c'est la viande qui est la valeur cardinale, hein, qui est vraiment l'élément le plus important dans cette société d'Ancien Régime. Donc si je reprends mon plan de table pour Marly, donc là, le plan de table qui nous est parvenu, c'est celui pour l'euro. Il faut imaginer qu'avant, on a eu le potage et que donc on remplace un plat par un plat et que la table n'est jamais desservie. La nappe n'est jamais vide. Il y a toujours des plats qui sont sur la nappe et vous avez également un décor central. Hein, ici, on le voit, vous avez un surtour hein, qui est au centre sur lequel on peut avoir des luminaires, par exemple, et un décor qui peut être mythologique, hein, qui peut être lié à la chasse. Ça dépend de la thématique. Ça dépend également de l'année, de la saison hein, pour le décor qui se trouve au cœur du surtout et qui va donner une identité esthétique à l'ensemble de la table. Alors si je reprends le festin qui est offert par la ville de Paris en 1687 à Louis XIV, on a la chance d'avoir un almanach royal qui reprend ce thème. Donc chaque année, vous avez plusieurs motifs hein, qui sont proposés sur ces almanachs qui présentent un support important pour la propagande royale. C'est largement diffusé à Paris et en province. Et là, l'événement qui est mis en avant sur cet almanach, c'est ce grand repas offert à Louis XIV. Et le repas qui est représenté ici, la séquence qui est représenté ici, c'est le service du rôt. Hein, on voit bien donc l'abondance de viande, l'abondance de chair que vous avez sur ces bassins de rôt. On est encore dans une société où on cherche la quantité ostentatoire. Hein. Les tables du XVIIe sont bien plus chargées que les tables des festins médiévaux, en fait. Hein. La quantité ostentatoire est très très présente au XVIIe. L'objectif étant de montrer que qu'on ne connaît pas la contrainte, qu'on ne connaît pas les problèmes de l'approvisionnement alimentaire. Donc, quelle que soit la saison, les tables sont tout le temps abondamment pourvues, qui est une façon de montrer une distinction sociale. C'est une façon de montrer que l'on est aristocrate dans le sens qu'on appartient aux meilleurs et que l'on montre par sa culture matérielle son excellence sociale. C'est une façon de montrer également que le roi de France ne connaît pas la contrainte. C'est une des leçons politiques d'un festin. C'est une manière également de montrer la puissance du royaume. Il ne faut pas oublier que ces festins ont lieu dans une société qui connaît encore la disette, la famine également. Hein. La dernière grande famine de l'Ancien Régime, c'est 1693. 1693, 1 800 000 morts de faim et de misère dans le royaume de France. C'est l'équivalent des pertes de 14-18, mais sur une population de 20 millions d'habitants et sur une année récolte et non sur 4 années. Pour vous donner une idée hein, du poids de cette famine, et donc cette culture de l'abondance, elle est replacée dans une société de pénurie et dans une société où, pour le plus grand nombre, l'excellence sociale, c'est de manger de la viande, que la puissance sociale se montre bien par la viande, d'où l'importance de la procession. La procession des plats, elle a l'intérêt de quitter les cuisines et donc d'entraîner une sorte de contamination positive par le fait qu'on quitte le monde des cuisines, que c'est porté par le domestique avec livré, qu'on est dans des plats de service et qu'on va accéder à la table du puissant. Donc il y a toute une forme de contamination qui montre la puissance sociale. Et l'autre élément, c'est de montrer, de donner à voir les aliments, l'importance de ces aliments, parce que vous avez toujours dans les festins des personnes qui assistent. Et là, on le voit très bien, si vous regardez derrière le roi, vous avez plusieurs personnes qui ne mangent pas, qui assistent au banquet. Et vous avez l'image qui permet également de démultiplier le souvenir de ce festin et de diffuser un peu partout dans le royaume la richesse du roi de France, l'abondance de la table royale. Si on s'intéresse un peu plus à ce détail du service du rôt où on voit le bassin de rôt,
Donc vous avez essentiellement des volailles, qui est la viande la plus prestigieuse. C'est la viande considérée comme la plus saine. Le nec plus ultra de la gastronomie au XVIIe, c'est la perdrix, hein, c'est vraiment le référent absolu. Et ces viandes sont des viandes rôties qui sont entièrement lardées, qui sont entièrement piquées de lardons, qui est la manière de faire rôtir les volailles à la française au XVIIe siècle. Dans une société qui recherche les viandes grasses, hein. C'est une société lipophile, c'est une société qui aime le gras. La viande rôtie, c'est vraiment cette viande bien grasse, hein, qui est privilégiée. Et à côté de ce bassin d'euros, vous avez des assiettes plus petites avec des aliments qui ressemblent à des feuilles, et ce sont les salades. La salade est toujours servie avec l'euro. Alors, ce qu'on appelle une salade à l'époque moderne, c'est un assortiment de différentes variétés de salades, avec également des agrumes, avec des capres, avec des anchois, avec des fleurs. Il faut imaginer quelque chose de très visuel, qui joue sur les couleurs, qui joue également sur l'acidité de la vinaigrette, mais également l'amertume de quelques feuilles de salade ou de fleurs. Et la salade est stratégique dans un festin parce qu'elle est là pour vous rafraîchir la bouche et elle est là pour aiguiser l'appétit et vous donner envie d'aller jusqu'au bout. Puisque le problème du maître d'hôtel et de toutes les personnes qui travaillent pour la table royale ou la table des festins, c'est que la plupart des convives en fait sont des gens qui n'ont pas faim et donc qui ne mangent pas énormément en fait, hein, contrairement à ce que nous on pourrait croire. Et il y a donc un stratagème pour essayer de les pousser à aller un peu plus loin, un petit peu comme on utilisait le trou normand. Vous voyez, on est un petit peu sur cette idée-là pour se donner du courage pour pouvoir continuer à manger le reste, puisque quand on est au rot, après il y a l'entremet et il y a le dessert. Il y a encore 2 séquences. Donc les salades sont vraiment essentielles, et les salades, c'est un signe de distinction sociale. On en sert toute l'année, y compris l'hiver. Ce qui montre derrière, en plus, la possibilité de souligner la domestication du climat, qui est un des rêves du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle rêve de domestiquer la nature. Regardez un jardin à la française. Le jardin à la française, c'est la domestication de la nature, et ça doit être visible. La main de l'homme doit être visible partout dans un jardin à la française. Pensez au canal des Deux Mers, qui est aussi une façon de contrôler la nature et d'avoir ce canal qui permet d'aller de la Méditerranée à l'Atlantique. Ça fait partie des grandes prouesses techniques du XVIIe. Alors, on a la même chose du côté de la table, avec les légumes primeurs, les petits pois en janvier, ou des asperges en janvier par exemple, avec des fruits précoces grâce à la technique de l'espalier, et les salades, hein, qu'on va essayer d'avoir toute l'année grâce à un système de culture sous cloche, sous châssis, etc. Dans une résidence des champs comme la résidence de Versailles, le potager du roi, pas très loin d'ici, est essentiel pour la table du roi, pour servir toutes ces primeurs et ces salades qui vont accompagner l'euro. La salade, elle est aussi intéressante en histoire de la gastronomie parce que c'est le seul exemple que nous ayons dans la gastronomie française d'une influence de la cuisine italienne, alors que tout le reste n'est pas du tout marqué par cette influence de l'Italie. On s'aperçoit que les plats sont quand même déjà bien chargés, hein. On voit qu'il y a énormément de volailles. Si vous regardez le bassin d'euros qui est juste devant le roi, vous avez non seulement des volailles, mais dessus a été placé un cochon de lait, comme pour avoir un peu plus. Et vous remarquerez que les bassins d'euros ne sont pas identiques. On n'a pas les mêmes bassins d'euros partout sur la table, ce qui pose la question de savoir à quoi on a accès réellement quand on est à table lors de ces festins. Non seulement donc ces plats sont bien garnis, mais on rajoute des aliments. Ainsi, dans L'Art de bien traiter, le mystérieux LSR nous dit « Allez servir une soupe toute nue, sans aucune garniture et sans ornement, bon Dieu, pour une petite épargne, quelle vilainie !» Alors, la garniture, ce sont des ingrédients qui sont cuisinés à part. Alors, ça peut être des riz de veau, ça peut être des truffes, ça peut être des fonds d'artichaut, des asperges, des abats, etc. et qui sont placés autour des plats. Et que l'on va picorer en fait, qu'on va manger plus par gourmandise. Le cuisinier montre sa compétence technique, notamment par la réalisation de la garniture. Que si le cuisinier n'est pas valorisé, on reconnaît quand même sa compétence technique, et la garniture est un des éléments où le cuisinier peut montrer ses compétences. Vous avez
au XVIIe, dans la seconde moitié XVIIe, l'apparition de nouveaux plats qu'on appelle les hors-d'œuvre. Et si vous prenez le dictionnaire de Trévoux, on nous donne la définition de hors-d'œuvre. Certains plats qu'on sert au-delà de ceux qui pouvaient être attendus dans la disposition régulière d'un festin. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des petits plats autour des plats, comme s'il n'y avait pas suffisamment de nourriture. Ce qui montre bien que, contrairement à ce qu'on dit parfois, on est vraiment encore dans une culture de l'abondance alimentaire, du toujours plus, alors qui va également avec un raffinement des préparations, mais la quantité ostentatoire est toujours là, et c'est pas un hasard si la dinde est par exemple plébiscitée dans ces festins, parce que elle est cette volaille de grande dimension qui permet de montrer la quantité de nourriture. Alors, si nous nous amusons encore à regarder les détails de cet almanach mural, on peut s'intéresser à un plat qui est porté par un domestique. Donc, c'est un plat de volaille. Vous remarquerez, vous avez des petits points dessus qui renvoient au fait au lard. Elles sont entièrement lardées. Ce sont donc des volailles qui ont été rôties. Mais vous avez sur le pourtour des aliments qui sont rajoutés. Ce sont les fameuses garnitures. Ce sont les fameuses garnitures. Donc là, c'est compliqué évidemment d'arriver à déterminer ce qu'il peut y avoir ici, mais on pourrait imaginer des rondelles de truffes ou des fonds d'artichaut. Ça pourrait être ça, et on serait totalement dans la logique gastronomique du XVIIe. Le festin, outre l'abondance alimentaire et l'abondance carnée, est aussi un endroit où on va montrer son éducation. Et c'est pour ça qu'on nous parle toujours de propreté. Dans toutes les relations de cours, on nous parle de propreté. Donc la propreté, il ne faut pas imaginer qu'on se lave au savon, du tout, pas au XVIIe. La propreté, c'est vraiment l'élégance. Et on considère que la France est le pays de la propreté. Et cette propreté est liée à la civilité, c'est-à-dire à l'éducation, à la bonne éducation, au savoir-vivre que l'on doit montrer. Sachant que nous sommes une société qui comprend le monde comme un théâtre où chacun joue un rôle, chacun contrôle ses gestes, contrôle sa parole, et le festin est un des grands lieux de ce théâtre de la civilité. On apprend à paraître, on apprend à se tenir correctement lors d'un festin, parce qu'il y a des personnes plus puissantes que soi dans ce festin, et puis il y a des spectateurs, il y a des gens qui vous observent. Il suffit de lire Saint-Simon pour voir que la cour passe son temps à regarder le roi manger et à interpréter un sourire du roi, un discours, etc. Et ici, sur ce festin, et si on parle de propreté et de civilité, on peut remarquer l'importance des serviettes. Les serviettes qui sont très présentes, ce qui est une façon de montrer l'importance du linge et la blancheur du linge, évidemment, dans ce milieu. Donc là encore, il faut se replacer dans une société de pénurie et montrer que la question de la contrainte économique n'existe pas dans ce milieu. Les serviettes importantes tiennent aussi au fait qu'on mange encore avec ses doigts. Vous remarquerez que sur ce festin de 1687, quasiment tous les convives sont en train de manger avec ses doigts. Or, on apprécie particulièrement les viandes grasses, donc il faut imaginer le gras qui coule sur les mains et les avant-bras. On a de très belles lettres de Madame de Sévigné, elle parle de ce plaisir tactile. C'est un plaisir que nous avons perdu aujourd'hui, que nous avons complètement perdu en Occident à cause de la fourchette, mais jusqu'au XVIIe, l'alimentation est liée au tactile et on touche les viandes. Et c'est pour ça qu'on aime les viandes grasses et non les viandes sèches. Parce que les viandes grasses, il y a un plaisir tactile avec le gras que l'on peut avoir, mais encore faut-il pouvoir s'essuyer les mains. Alors on se lave les mains avant, on se lave les mains après également, mais là c'est parce qu'on nous représente, on nous représente le passage du rot, donc on voit donc l'importance du plaisir tactile, mais vous avez quand même une femme à côté du roi qui est en train d'utiliser une fourchette. Ce qui n'est pas surprenant, dans les années 1680, la fourchette existe. En fait, on a déjà des fourchettes au XVIe, ce n'est pas une nouveauté au XVIIe. Et on a même un témoignage de Madame Palatine, qui est la seconde belle-sœur de Louis XIV, qui s'ennuie à mourir et qui
a nourri une correspondance particulièrement précieuse pour les historiens, puisqu'elle a une liberté de parole en tant que belle-sœur du roi. Et elle nous dit, on avait par politesse appris au duc de Bourgogne, donc le duc de Bourgogne, c'est le petit-fils aîné de Louis XIV, c'est l'héritier de la couronne, c'est l'espoir de la couronne en fait, normalement. Bon, il va décéder avant d'accéder au trône, c'est le père de Louis XV, et à ses deux frères, Anjou, qui va devenir roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, et Berry, à se servir de la fourchette en mangeant. Mais quand ils furent admis à la table du roi, celui-ci n'en voulut rien savoir et le leur défendit, parce que lui, il trouve ça très efféminé, il trouve pas ça assez viril, et on doit manger avec ses mains. À moi, on me l'a jamais défendu, car de tout temps, je me suis servi pour manger que de mon couteau et de mes doigts. Et Louis XIV, donc élevé dans les années 1640, Madame élevée dans les années 1650, on leur a pas appris la fourchette, l'usage de la fourchette, alors que les petits-fils, Bourgogne, Berry et Anjou, dans les années 1680-1690, on leur a appris l'usage de la fourchette. Et là, vous avez un bel exemple du processus de civilisation des mœurs, pour reprendre la théorie de Norbert Elias, avec les décalages que ça peut représenter dans le même milieu social. Ici, on est dans un milieu évidemment privilégié, et dans les représentations de festins que nous avons pour la fin du règne de Louis XIV, on peut avoir des convives qui mangent ensemble, qui partagent les mêmes valeurs et qui pourtant, certains utilisent la fourchette, d'autres utilisent les doigts. Sous Louis XV, on bascule du côté fourchette. Au XVIIIe, c'est la fourchette qui va s'imposer. Propreté et civilité, c'est aussi se comporter en gentilhomme et proposer des plats qui sont devant soi. Là, dans ce détail, on voit le roi et un homme qui est sur sa droite et qui semble indiquer qu'ils sont prêts peut-être à partager ou à donner un morceau du plat qui se trouve devant eux. Et ça, c'est un élément qui est important pour bien comprendre la logique sociale d'un repas à la française, d'un festin à la française au XVIIe siècle. Contrairement à ce qu'on dit parfois, le repas à la française n'est pas là pour convenir à la diversité des goûts. On ne multiplie pas les différents types de plats pour proposer aux convives ce qui pourrait leur plaire. Dans la seconde moitié du XVIIe s'impose la notion du bon goût. Et le bon goût, c'est un goût unique. On n'a pas à avoir un goût curieux, un goût différent de celui qui est enseigné dans la civilité. Dans les traités de civilité, on vous enseigne quels sont les bons morceaux, pour ne pas vous jeter dessus. On n'a pas à se jeter sur les bons morceaux. Pour pouvoir donner aux plus puissants le meilleur morceau. Pour pouvoir également apprécier le morceau qu'on vous donne. Parce que en réalité, les plats, donc les meilleurs morceaux sont devant la personne la plus puissante, et la personne la plus puissante peut très bien donner une partie de ce plat à une autre personne de la table et ainsi l'honorer, avec en plus une contamination symbolique positive, puisque c'est le plus puissant qui prend le morceau et qui le donne à une personne d'un rang inférieur. D'où l'importance du haut bout et d'où l'importance de cette hiérarchie. Le festin, en fait, repose sur un paradoxe pour nous. Il y a une abondance alimentaire et pourtant c'est là que le choix alimentaire des élites est le plus contraint. Le choix alimentaire est contraint par le rang social des autres convives. S'il y a une personne d'un rang social supérieur au vôtre, vous êtes obligé d'attendre qu'il se serve, et vous devez prendre le morceau qui est en dessous du bon morceau, puisque vous n'êtes pas le plus puissant. Ce partage inégalitaire est une façon d'indiquer la hiérarchie sociale, l'ordre social, et les convives qui participent au festin acceptent cette inégalité sociale et les spectateurs l'acceptent aussi. Derrière, l'idée, c'est de montrer une sorte de consensus social sur l'inégalité fondamentale qu'est la société d'Ancien Régime. Alors, sauf si vous avez deux souverains qui déjeunent ensemble ou deux personnes de rang équivalent, là évidemment ça change un petit peu la logique du partage inégalitaire, mais dans la logique d'un festin, vous n'avez pas le choix entre l'aile ou la cuisse, ça dépend qui est là. C'est un élément donc important à prendre en compte. Ce qui veut dire concrètement que le choix renvoie réellement à une logique sociale et à une logique d'éducation. Le puissant peut toujours vous donner un morceau de bonne qualité. Mais pour que le jeu fonctionne, il faut que vous l'acceptiez. Vous pouvez le refuser. Et si vous le refusez, c'est compris comme une manifestation de quelque chose qui ne plaît pas.
Et on a un très très bel exemple à Versailles lors de l'annonce du mariage du duc de Chartres, donc, qui est le fils de monsieur et de madame, hein, c'est le futur régent, hein, Philippe d'Orléans, futur régent, qui va épouser mademoiselle de Blois, qui est une fille légitimée de Louis XIV, qui est une fille que Louis XIV a eue avec Madame de Montespan, donc issue d'un double adultère. Madame Palatine ne supporte pas que son fils épouse une bâtarde. Elle ne le supporte pas. Et toute la cour assiste à l'annonce du mariage. Et Saint-Simon, qui est très proche de la famille d'Orléans, Saint-Simon, dans ses mémoires, nous évoque l'attitude de Madame lors du repas qui a lieu le jour de l'annonce du mariage de son fils avec Mademoiselle de Blois. Je remarquais, donc c'est Saint-Simon qui parle, je remarquais, donc là on voit bien cette culture de la cour, de ces courtisans qui passent leur temps à observer, à interpréter. Il faut imaginer ce qu'a été Versailles. Versailles, c'est avant tout un jeu de regard et ensuite de colporter ce qu'on a cru voir ou ce qu'on a cru comprendre. Je remarquais que le roi, Louis XIV, offrit à Madame presque tous les plats qui étaient devant lui. Donc Louis XIV se présente comme quelqu'un de très civil, qui lui donne les meilleurs morceaux, puisque c'est le plat qui est devant le roi. Donc c'est là où il y a les meilleurs morceaux, et les morceaux qui viennent de la bouche du roi, de la cuisine qui travaille pour le roi. Et qu'elle les refusa tous d'un air de brusquerie, qui jusqu'au bout ne rebuta point l'air d'attention de la politesse du roi pour elle. On voit que Louis XIV garde pour lui, ne va pas au conflit avec sa belle-sœur, il reste maître de lui-même, mais Madame fait bien comprendre qu'elle n'est absolument pas contente. Par son attitude, en refusant les morceaux qu'on lui donne, elle fait comprendre à la cour qu'elle n'apprécie absolument pas ce mariage. On a un autre passage où Madame Palatine évoque les morceaux qu'on lui donne, mais là, nous sommes en 1711 et elle se trouve à la table du dauphin, donc là il s'agit de Bourgogne, on est en 1711. Je vous assure que c'est à bon droit qu'on vante monsieur le dauphin, il le mérite. Madame la dauphine commence à se faire aimer de tout le monde par sa politesse. Lundi passé, j'étais invité à dîner chez eux. On ne saurait être plus poli qu'ils ne l'ont été. Ils me servaient eux-mêmes. Il y avait là toute une douzaine de duchesses et ils ont parlé avec toutes. Et là, ce que l'on peut noter, c'est que le dauphin et la dauphine qui ont un rang social supérieur de Madame Palatine, puisque normalement c'est le futur roi et la future reine de France, ils vont servir Madame Palatine. Madame Palatine en est très fière parce que pour elle, c'est la preuve qu'elle revient en position de force dans la branche aînée de la famille royale, et surtout, ça a lieu en public. Et là, le jeu social de donner les meilleurs morceaux, ça plaît à Madame Palatine et elle l'interprète d'une manière ici positive, contrairement à ce qui s'est passé en 1692. Autre élément donc, à prendre en compte pour bien comprendre un festin à la française, donc, outre les séquences de plats, l'erreur serait de croire que tous les plats sont consommés sur place. L'erreur serait de croire qu'ils sont de plus grands mangeurs que nous. En fait, ces plats vont être retirés très rapidement. Vous avez une rotation des plats sous l'organisation donc, du maître d'hôtel qui montre bien qu'on a affaire à un véritable ballet parfaitement orchestré, et que vous avez des plats qui peuvent être retirés alors qu'ils ont été à peine touchés. Et que c'est bien de montrer la quantité qui compte dans cette rotation des plats. Alors, ces plats sont retirés rapidement, ils peuvent être ensuite resservis à des tables secondaires. Pour les grands festins, on peut avoir plusieurs tables et donc on peut avoir des plats qui sont servis à d'autres tables. Ce sont des plats qui peuvent retourner directement en cuisine, et donc dans ce cas-là, quand ils retournent en cuisine, ils peuvent servir à l'alimentation des domestiques. Les viandes peuvent être réutilisées pour préparer des godivots, pour préparer des farces, tout ce que l'on met dans les pâtés. Les pâtés, c'est de la pâte avec une farce à l'intérieur. Et donc là, on récupère la viande pour faire des pâtés qui pourront être servis le lendemain ou le surlendemain. Et surtout, élément important, vous avez une partie des plats qui sont revendus dans un système de regras. Et ce système de regras entre dans les gages des domestiques. Ce qui veut dire que les domestiques ont intérêt à ce que les plats quittent la cuisine en étant largement garnis. Et ils ont intérêt à ce que les plats reviennent le plus rapidement possible en cuisine avec les meilleurs morceaux parce qu'ils vont les revendre.
Et pour les élites, la rotation la plus rapide des plats montre l'efficacité de l'État moderne. C'est une façon de montrer qu'on gère parfaitement cette organisation qui nécessite énormément de monde, hein, énormément de domestiques. Mais la domesticité n'est pas un problème, hein, dans la France d'Ancien Régime. Donc, ce qui va permettre de faire durer un festin, c'est le nombre de séquences. Si vous multipliez le nombre de services d'euros, vous allez passer beaucoup plus de temps en fait qu'un seul service. Le dernier service du festin à la française est le service du dessert. C'est le service du dessert ou le service du fruit. Et on l'appelle le service du dessert tout simplement parce qu'on va desservir la table avec un nouveau plan de table, d'où dessert. C'est un élément qu'on a conservé encore dans la grande cuisine française où on vient vous retirer les miettes de pain juste avant de passer au dessert. C'est une façon de montrer cette séquence. On passe du raw au dessert. On a cette idée avec le service du dessert. Le service dessert est moins représenté dans l'iconographie. Dans l'iconographie du XVIIe siècle, on vous représente surtout le service du raw, probablement parce que c'est le service le plus prestigieux, mais surtout parce que la volaille est facile à repérer, contrairement au potage, par exemple. Le service du dessert, moins représenté, mais quand on le représente, on met toujours en avant les fameuses pyramides, hein, les pyramides de fruits, les pyramides de macarons, les pyramides de meringues, de massepain, hein, ça fait partie de ce que l'on sert pour le dessert. Donc le dessert est essentiellement marqué par les fruits, hein, d'où le terme de fruits à la table du roi. Il peut s'agir de fruits crus, on peut manger des fruits crus à l'époque moderne, mais également des fruits confits, ça peut être également des confitures liquides, donc ce sont des fruits au sirop, des confitures sèches, nous on dirait aujourd'hui des pâtes de fruits, ça peut être des marmelades, donc des confitures de fruits au sens actuel du terme, mais ça peut être également donc des massepains, ça peut être des tartes aux fruits, etc. On sert également des meringues, donc beaucoup de sucreries, mais on y sert également des crèmes et des fromages frais, hein. Les fromages frais sont également servis avec le dessert. Les fromages ne quitteront le service du dessert qu'au XIXe siècle pour créer une séquence à part qui est la séquence du fromage. C'est pas dans la logique d'Ancien Régime, hein. Dans la logique d'Ancien Régime, le fromage peut être soit cuisiné, donc il est avant, soit servi avec le dessert. Et c'est le service de la galanterie, hein, le service du dessert. C'est là où on va donc multiplier les sucreries avec l'idée que le sucre facilite la digestion, ce qui explique pourquoi on met en fin de repas ce service. Alors ce service peut également donner matière à des collations. Les collations sous l'Ancien Régime au XVIIe, c'est essentiellement des sucreries. Donc là, vous avez une gravure qui représente un festin qui n'a jamais eu lieu. Donc faire attention à l'iconographie quand on la travaille en histoire. L'iconographie est intéressante parce qu'elle nous permet de savoir ce que pour les contemporains pouvait être un festin, mais on ne sait pas si le festin s'est déroulé de cette manière-là. Là, en tout cas, on sait que c'est une vue d'esprit de l'artiste, puisqu'il n'y a jamais eu de festin entre le roi de France et le roi d'Espagne au moment du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette représentation de ce festin qui doit être un festin de mariage, ce qu'on nous a représenté, c'est pas le raw, c'est pas le festin, c'est pas la séquence du raw, c'est le dessert ou une collation. Ce sont des plats de sucreries. Alors, plat de sucreries, probablement parce que c'est un mariage. Et donc on renvoie à la galanterie, sucrerie éventuellement aussi comme signe de bon augure, puisque dans le cadre d'un mariage, ce qu'on attend évidemment, c'est une descendance rapide et si possible un héritier mâle. Mais là, on retrouve un des éléments caractéristiques d'un festin, l'importance des plats, le fait qu'on mange avec ses doigts et la présence de musiciens. Hein, vous voyez qu'au-dessus des invités, donc vous avez la famille royale française d'un côté avec Mazarin, de l'autre côté la famille royale espagnole et au milieu les deux conjoints, hein, Louis XIV et Marie-Thérèse. Service de la boisson maintenant, si nous retournons en 1687 à ce festin servi par le corps de la ville de Paris à Louis XIV, et si nous regardons la table, on peut voir que sur la table, il y a des assiettes, il y a des saucières, il y a des salières, il y a des plats, des bassins d'euros, mais il n'y a pas de verre.
Et c'est pas une erreur. On ne met pas les verres, on ne met pas les bouteilles sur les tables des festins. Vous avez derrière vous des domestiques, hein, qui vont vous servir le verre en fonction de votre demande. Et là, si on comprend bien le geste de Louis XIV, Louis XIV demande à ce qu'on lui serve sa boisson. Et donc, vous avez un gentilhomme servant qui lui apporte sur un plateau un verre, et juste à côté, on a un flacon. Donc, c'est un verre de vin coupé d'eau. On ne boit pas le vin pur au XVIIe siècle, hein, pas en France, hein. Ce sont les Allemands et les Polonais qui le font, hein, qui ont une réputation d'être ivrognes au XVIIe. Mais en France, en Italie, en Espagne, on coupe le vin avec de l'eau, et c'est lorsque l'on demande sa boisson que on va vous couper le vin en fonction de vos goûts. Et le vin que l'on boit à la cour de France, c'est pas du vin de Bordeaux, hein. Le vin de Bordeaux est plutôt pour l'Angleterre et l'Europe du Nord, ou la Bretagne. À la cour de France, on boit essentiellement du vin dit François, c'est-à-dire du vin de Champagne, et qui est du vin dormant à l'époque, hein, non pétillant, et du vin qui vient de Bourgogne. C'est ça le vin que l'on boit à la cour de France. On choisit le vin en fonction de ses goûts. Vous avez donc ici plusieurs exemples où on voit donc le vin qui est servi. Ce qui veut dire concrètement qu'on vous sert le verre. Le verre, vous devez le boire visiblement d'une traite, et après on récupère le verre, et le verre peut être rincé rapidement, hein, rincé et proposé à une autre personne. On voit exactement ce système sur ce détail d'un autre almanach mural qui présente les cérémonies du mariage du roi d'Espagne avec mademoiselle. Donc là, on est en 1679. Vous avez au pied du festin un énorme rafraîchissoir. Donc là, un rafraîchissoir qui est une pièce monumentale, hein, qui s'inscrit dans le décor du festin, comme on a pu le voir avec le dressoir et les pièces d'orfèvrerie ou porcelaine ou faïence. Vous avez également le buffet, hein. Pour un festin, vous avez obligatoirement des buffets qui servent notamment à entreposer des petits rafraîchissoirs et les bouteilles qui sont nécessaires pour pouvoir donc servir la boisson, sachant que l'on boit le vin glacé à l'époque moderne, au XVIIe siècle, hein. Donc le vin est conservé dans de l'eau dans laquelle on met de la glace ou de la neige, qui permet donc d'avoir le vin le plus frais possible. Vous avez donc au premier plan un domestique, hein, qui va apporter le vin à la table d'honneur. Et là, c'est une des caractéristiques également du service à la française. Et on a des témoignages de visiteurs étrangers qui se plaignent du système en disant qu'on peut mourir de soif lorsqu'on est à table dans un grand service à la française, parce qu'il suffit que le domestique tourne le dos ou fasse semblant de ne pas vous voir pour que vous ne soyez pas servi. Donc il y a des règlements de compte parfois entre domestiques et leur maître. Alors, pas pour le roi évidemment, surtout que ce sont des gentilshommes, hein, qui servent le roi. Donc là le risque n'est pas présent, mais pour une noblesse un peu plus petite, il y a toujours un risque, hein, d'un retour de bâton avec ce système de boisson. Donc si vous vous rappelez, hein, le rafraîchissoir qu'on a au premier plan, vous voyez, ça fait partie de ce type d'objet. Là, c'est un rafraîchissoir donc français, manufacture de Nevers, où on voit donc les pattes de volatiles géants, les 4 pattes, hein, qui permettent de surélever la cuve. La cuve, donc vous avez des feuilles d'acanthe, au-dessus vous avez une scène bachique, et enfin des têtes de griffon qui montrent bien tout l'univers qui peut être décliné autour des festins. Les festins ont parfois une thématique, et donc ça peut être la mythologie, ça peut être le jardin, c'est notamment le cas pour les festins d'hiver qui sont servis à l'intérieur. Là on peut jouer sur un thème qui joue sur le printemps et le jardin, qui est une façon de jouer avec les saisons. Alors, ce paysage est également marqué par l'importance de la musique. Le festin est également sonore.
sonores, alors pas les bruits déglutition ou d'ingestion évidemment des convives, hein, qui doivent faire attention à ne pas faire de bruit en mangeant, mais la musique est présente. Il ne faut pas oublier donc l'importance de la musique dans les festins du grand siècle. On le voit par exemple si on prend les célèbres personnages de Nicolas de Larmessin, qui est connu pour des personnages qui sont habillés des outils de la profession qui est représentée. Et sur une même planche, vous avez un pâtissier, vous avez un musicien et vous avez un cuisinier. Alors, c'est pas innocent qu'il ait mis un musicien entre le pâtissier et le cuisinier, parce que le festin, obligatoirement, utilise la musique, au moins le violon, mais vous verrez que c'est un peu plus que le violon, et que la musique a un rôle essentiel. Alors, on a un très beau contre-exemple avec les noces du duc de Berry. Le duc de Berry, c'est le troisième petit-fils de Louis XIV, qui va épouser la fille d'Orléans, hein, du futur régent, hein, de Philippe d'Orléans. Et les noces ont lieu en 1710. 1710, c'est l'année la plus compliquée du règne de Louis XIV. On est après le terrible hiver 1709. La ceinture de fer est en train de céder. Versailles peut tomber. Imaginez le déshonneur pour Louis XIV si les troupes étrangères parviennent jusqu'à Versailles. On se pose la question en 1710. Hein. Faut-il négocier? Jusqu'où on peut aller négocier? Peut-on abandonner Philippe V d'Espagne, qui est quand même le petit-fils de Louis XIV, qui est à Madrid? Et c'est dans ce cadre-là que vont se dérouler les noces du duc de Berry. C'est un petit-fils de France, donc on est obligé d'avoir quand même un certain standing, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de grandes festivités. Dans les notes de Louis-Nicolas de Breteuil, on nous dit « Il n'y eut aucune sorte de musique pendant et après le souper, quoiqu'il n'y ait point de prince au monde qui ait tant de musiciens de toute façon que le roi. » Et tout le monde le note, c'est-à-dire qu'on a la correspondance de Madame de Maintenon qui le dit aussi. C'est une noce sans joie, sans dépense. C'est quelque chose qui a été interprété, qui a été commenté à la cour de France, parce que totalement extraordinaire, dans le sens où on ne respecte pas la culture matérielle de la famille de France. Il se trouve que là encore, on a un almanach royal, hein, qui commémore l'événement, et on nous parle d'un superbe repas donné par le roi aux princes et princesses de sa cour pour l'heureux mariage de Monseigneur le duc de Berry avec Mademoiselle d'Orléans, célébré à Versailles le 6 juillet 1710. Et si vous regardez bien cet almanach, donc on a dans l'image supérieure le banquet, on a le hautbout, on a le dais, donc tous les éléments que l'on peut repérer sur n'importe quel festin royal, et on a rajouté des instruments de musique. On a rajouté des instruments de musique parce que c'est une noce. Et donc, une noce, il y a de la musique obligatoirement. C'est un support de propagande. La population ne comprendrait pas que c'est une noce s'il n'y a pas d'instrument de musique. Et c'est là où on voit comment il faut analyser l'image, en fait, et comment il faut surtout toujours la confronter à d'autres sources pour ne pas se tromper, hein, dans l'interprétation. L'interprétation ici qui m'intéresse, c'est l'importance de la musique. Et pourtant, nous avons un certain nombre de scènes de festins sans musiciens. La preuve avec ce fameux banquet de 1687. Sauf que pour ce banquet de 1687, on a la chance d'avoir deux représentations. On a la chance d'avoir la représentation de Pierre Lepôtre, qui, elle, a un angle plus large, et nous avons une tribune avec les musiciens. Et sur l'almanach, on a en réalité recentré sur la table royale et sur le souverain. On a donc gardé l'essentiel, la procession des viandes, mais on a mis hors champ les musiciens qui sont réellement présents, parce qu'on ne peut pas concevoir un festin sans musiciens. Et on a une très très belle source pour travailler sur les festins, c'est le Mercure galant. Le Mercure galant de Donneau de Visé, hein, qui est une lettre fictive adressée à des femmes en province, qui est une vision officielle du règne, hein, évidemment, et qui nous présente notamment les grandes festivités du règne. Là, 1678, on nous parle d'un régal qui est offert à la duchesse de Toscane, et on nous évoque un repas avec à côté un salon où vous avez les bruits des violons et d'autres instruments qui, par leur éloignement proportionné, ne faisaient qu'autant de bruit qu'il en fallait pour charmer doucement les oreilles.
On le retrouve également dans un autre repas où on nous parle également dans un salon à côté, une symphonie de violons, de hautbois et de flûtes douces, des flûtes à bec, qui jouèrent pendant tout le repas. Ce qui nous permet de comprendre qu'il existe un seuil de tolérance par rapport à cette musique. Elle ne doit pas être trop près des convives, mais elle ne doit pas être trop loin non plus, afin d'essayer de faire ce que les spécialistes du paysage sonore appellent une tonalité, une sorte de fond sonore. Qu'on n'écoute pas forcément, mais qui permet de faire une sorte de sphère qui est la sphère des convives, de ceux qui mangent ensemble et qui sont unis notamment par cette symphonie, par cette musique. Alors Madame de Sévigné en parle également dans un repas qui est préparé par Gourville, Gourville qui a travaillé pour Fouquet, qui a travaillé pour Condé, qui est quelqu'un qui a été maître d'hôtel également et donc qui sait utiliser la bonne chair. Gourville sera avec Vatel en 1671 à Chantilly. Et donc là, on nous parle bien de ce repas qui a lieu dans un jardin. Nous sommes ici l'été. Il n'y a pas de salle à manger au XVIIe, donc on installe les tables en fonction du nombre de convives, en fonction de la saison et en fonction du côté plus ou moins solennel du repas, dans un lieu précis. Donc le jardin, une galerie, une chambre, etc. Et ici, donc, on nous parle de 6 hautbois dans un coin, 6 violons dans un autre, les flûtes douces un peu plus près, un souper enchanté, une basse de viol admirable, une lune qui fut témoin de tout, c'est du Sévigné. Par contre, pour elle, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment discuter ensemble puisque la musique, elle perd le plaisir de la conversation, qui nous évoque un autre élément du festin qui est l'importance de la conversation entre convives. Là, nous sommes dans un repas qui est à Paris. Il est possible que la musique ait comme objectif de faire oublier les embarras de Paris, les bruits de Paris. Vous avez donc d'autres bruits qui sont un peu plus militaires, plus martiaux. Là, on y but donc des santées au bruit des trompettes et des timbales, les royales santées de leur majesté. Les trompettes et les timbales étaient proches de la table et ce fut à leur fanfare qu'on but toutes les santées royales. Vous voyez qu'on est passé de symphonie à fanfare, c'est pas la même chose. La fanfare, c'est la musique militaire au XVIIe siècle. Donc l'aspect martial est présent dans un festin. On a vu le spectacle de cour, le ballet, c'est aussi une opération quasi militaire en fait, dans l'ordre des séquences et dans la bonne rotation des plats. Par la décharge du canon, toutes les santées qui furent bues au dîner. Là, un autre exemple, toujours du Mercure galant, où on retrouve à la fois la symphonie et la fanfare. Donc, on a des instruments à cordes. Si on reprend le Mercure galant, ça peut être le violon, le luth ou la trompette marine, qui est un instrument à cordes, une seule corde pour la trompette marine. Le violon, c'est un terme générique en fait. Souvent au XVIIe, quand on veut dire musicien, on dit violonneux, et violon, ça veut dire qu'il y a de la musique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est du violon. C'est vraiment le terme générique. On a les instruments avant, le hautbois, la flûte douce, qui est la flûte à bec, la flûte allemande, qui est la flûte traversière, fifre, musette, trompette. On a des instruments à percussion qui peuvent être utilisés, tambour, timbales. On a ce qu'on appelle des boîtes. Alors les boîtes sont des petits mortiers qui font des effets sonores un peu comme les feux d'artifice, sachant que pour un festin, il peut aussi y avoir un feu d'artifice. Et les boîtes reprennent ce bruit qui est un bruit militaire en fait, avec le feu d'artifice ou la boîte, qui est une façon de montrer l'excellence sociale par la puissance de feu. Exactement comme sur une guerre de siège ou un champ de bataille, on va montrer la puissance du roi par l'artillerie. C'est la même chose pour les festins. On joue sur cette puissance puisque le roi a la puissance de création mais de destruction. Et donc on retrouve cette thématique-là avec les boîtes. Et un autre bruit qu'il ne faut pas oublier pour avoir l'ambiance de ces festins, les jets d'eau. On fait jouer les os, on fait jouer les os comme on fait jouer un orgue. Le jet d'eau est un instrument de musique dans la culture du XVIIe siècle et on a des descriptions, toujours dans le Mercure galant, c'est là où on a les plus belles descriptions pour les festins, où on nous évoque bien l'eau, le bruit de l'eau. Dans le milieu de cette terrasse, donc là nous sommes en septembre, qui n'est fermé que par une petite palissade d'osier proprement faite, donc faite avec élégance, est un bassin carré bordé d'un gazon vert d'où sort un jet d'eau de 30 à 40 pieds, donc il faut imaginer qu'il redescend et que ça fait du bruit en tombant dans l'eau. Son eau remplissant une grande coquille forme une belle nappe et retombe dans un autre bassin plus grand, donc on a une cascade qui fait comme un demi-cercle. Des deux côtés partent deux autres jets qui, pour être plus bas que le premier, ne laissent point d'en égaler la hauteur. C'était auto ce bassin et sur cette terrasse que Monsieur de Matignon avait marqué le lieu du souper.
Et vous voyez, on va manger autour et le bruit de l'eau est totalement intégré au spectacle du festin. Et ça fait partie également de cette domestication de la nature qui est recherchée dans la société du XVIIe. Et si je reprends donc mes musiques, en fait, il y a deux musiques. Vous avez donc la symphonie qui est là pour unir les convives, et vous avez la musique militaire qui est là pour marquer les esprits et marquer les sentets, mais marquer les sentets en se faisant entendre le plus loin possible, comme pour marquer dans l'espace que l'on boit des sentets au nom du roi, au nom du dauphin, au nom de Bourgogne, etc. Comme pour marquer vraiment l'espace. Et dans les témoignages que nous avons dans le Mercure galant, on note le nombre de détonations de canons ou de détonations des boîtes. C'est indiqué, ce qui montre bien qu'on est très sensible à cette idée d'avoir une déflagration qui indique aux personnes qui ne sont pas présentes à ce festin qu'on est en train de boire à la santé d'un puissant. Ce qui montre bien le côté politique d'un festin, et que c'est bien l'ordre d'un monde qui est mis en scène, que c'est pas futile, que c'est pas anecdotique, qu'on est vraiment dans de l'histoire politique quand on s'intéresse au festin. Alors le festin est d'autant plus important que on va le garder toute l'année, y compris les jours de pénitence alimentaire. Les jours de pénitence alimentaire, on peut faire un festin. Il n'y a aucun problème en plein carême pour faire un festin. On en a un très bel exemple avec le suicide de Vatel, 1671 pour le suicide de Vatel, suicide qui est connu par deux lettres de Madame de Sévigné. C'est grâce à ça d'ailleurs que Vatel est connu, c'est grâce à ces deux lettres de Madame de Sévigné. Et Vatel se suicide un vendredi. Et il suicide un vendredi, pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il n'y aura pas assez de poissons de mer. Pas assez de poissons de mer pour les festivités. Les festivités de Chantilly sont sur plusieurs jours. Et ça pose problème à personne d'organiser des festivités un vendredi, qui est un jour de pénitence alimentaire imposé par l'Église catholique. Louis XIV est le très chrétien. Louis XIV persécute les protestants, Louis XIV se positionne comme protecteur de l'Église catholique. Le festin, un jour maigre, ne lui pose pas de problème. Et il n'y a pas que lui qui n'a pas de problème à festoyer un jour maigre. On le voit par exemple avec Jacques de Stuart, roi d'Angleterre en exil en France, qui traverse la Bretagne pour se rendre à Brest pour s'embarquer pour l'Irlande. Et le gouverneur de la province, qui est le duc de Chaulnes, lui offre un repas. Et on nous parle, donc, dans une lettre de Mme Sévigné, de ce repas. Donc, il entra dans une salle où les fées avaient fait trouver un souper tout servi, c'est-à-dire que la table est déjà servie, puisqu'on ne voit pas la nappe, tout chaud. Donc là, le côté chaud surprend Mme de Sévigné. Des plus beaux poissons de la mer et des rivières, tout était de la même force, etc. On le voit également avec un banquet qui est offert au duc de Trême à Paris, où on nous dit, donc dans Saint-Simon, on parla fort de la magnificence du repas qui fut en poisson parce que c'était un samedi, le 24 janvier 1705. Vous voyez que ça pose aucun problème de festoyer les jours maigres. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de dévalorisation du poisson. Le poisson n'est pas une viande par défaut dans la culture gastronomique française d'Ancien Régime. Il y a un véritable goût pour le poisson. Alors pas n'importe quel poisson, c'est pas le hareng-sort, c'est pas la morue salée, c'est pas le poisson de conserve. C'est le poisson frais. Poisson frais veut dire le poisson soit vivant, mais ça, il faut être sur l'île littorale ou manger de la carpe, ou le poisson d'une très grande fraîcheur. On le voit dans cette pièce de théâtre de 1665 qui s'appelle Les Coteaux, les Marquis Friands, qui évoque les gourmets du grand siècle, où est évoqué un repas maigre. Donc ce sont des petits marquis qui attendent de passer à table. Ce sont des parasites de table et ils attendent d'être invités à passer à table. On a l'échange entre eux. Valère, sachez qu'un dîner maigre est bien long à faire. Donc, on est bien dans du maigre gastronomique et une vraie cuisine. Clidamment, il est maigre la peste. Oronte, aimes-tu le poisson? Clidamment, en me voyant fâché, tu peux juger que non. Valère, moi j'aime le turbo. Léandre, moi j'aime la barbu. Et grâce aux deux poissons qui sont cités par Valère et Léandre, on voit que Valère et Léandre ne sont pas ironiques. Que celui qui n'a pas le bon goût, c'est Clidamment. Il n'a pas le bon goût d'aimer le poisson. Là, on a le turbo et la barbu qui sont donc des poissons plats particulièrement prisés dans la gastronomie du grand siècle. Et ce goût du poisson se voit par le fait qu'on sert même du poisson dans les festins gras.
Ce qui montre bien que le poisson n'est pas une viande par défaut, sinon on ne le servirait pas un jour gras, puisque le jour gras, on peut ne consommer que de la viande. On le voit dans Nicolas de Bonnefond, dans Les délices de la campagne, hein, qui est un livre de cuisine de 1654, où dans le 5e service de ce repas en 8 services, vous avez un 5e service uniquement de poisson cuisiné avec du lard. Alors le poisson plaît parce qu'il permet là aussi de montrer une distinction sociale. Le poisson est beaucoup plus compliqué d'un point de vue d'approvisionnement quand on veut du poisson frais que la viande, surtout quand on est à l'intérieur des terres. Le port de pêche le plus proche de Paris, c'est Dieppe, et vous avez les chasse-marées qui essayent d'arriver le plus tôt possible pour approvisionner Paris. À l'intérieur des terres, avoir des poissons de grande taille et des poissons frais, des poissons de mer frais, est une véritable prouesse technique. C'est une façon, là encore, de montrer qu'on ne connaît pas la contrainte de l'approvisionnement. De même, le poisson permet de montrer la richesse des mers et rivières de France. Donc on est totalement dans une logique un peu mercantiliste, hein, de montrer la puissance du royaume par la richesse de ses terroirs. C'est une cuisine qui montre la richesse des productions de France, et pas uniquement de son agriculture, mais également de son littoral, de ses littoraux, hein, puisqu'il y a tout le littoral atlantique, mais il y a également la Méditerranée, et puis il y a évidemment tous les poissons de rivière. Donc on a énormément de témoignages qui montrent bien ce goût pour le poisson. Chez Madame de Sévigné, par exemple, Monsieur de Nointel m'ont donné un si magnifique repas en maigre à cause des rogations que le moindre poisson paraissait la Señora Balena, donc poisson de grande taille, sachant qu'il y a un goût pour les poissons de grande taille, hein, notamment l'esturgeon de grande taille, c'est vraiment un des éléments que l'on veut. Ça, on le sait notamment grâce au marché de pourvoirie, où on a les variétés de poissons achetées, et on voit qu'en fonction de la taille, le prix est beaucoup plus important. Le proverbe du XVIIe dit « jeune chair », donc des animaux jeunes, mais des poissons âgés, parce qu'on veut vraiment des poissons de grande taille. On voit également dans cette lettre de mars 1689, en plein carême, où même Sévigné évoque un repas de carême, mais visiblement, elle en a gardé un très très bon souvenir gastronomique, hein. Donc là, on est vraiment dans de la belle pénitence. C'était le plus beau repas de carême qu'il est possible de voir, les plus beaux poissons, les mieux apprêtés, les meilleurs ragoûts, le meilleur cuisinier. Jamais un souper n'a été si solidement bon. On vous, donc Madame de Grignan, sa fille, hein, on vous y souhaitoit bien sincèrement, mais le vin de Saint-Laurent renouvela si extrêmement votre souvenir que ce fut un chamaillis de petits verres qui faisait bien voir que cette liqueur venait de chez vous, et on a trinqué donc à la santé de Madame de Grignan, et tout ça en plein carême. Donc les poissons les plus fins, le vin le plus fin, mais le carême, c'est aussi la possibilité de faire bonne chère en légumes frais, notamment les petits pois primeurs, les asperges. C'est également une possibilité de manger le beurre, puisque l'Église a décrété que le beurre n'était pas une graisse d'origine animale, donc le beurre peut être consommé également en maigre, et on sait qu'il y a une surconsommation de beurre les jours maigres. C'est également la possibilité de se goinfrer de sucreries, puisque le sucre n'est pas condamné, n'est pas interdit les jours maigres, le sucre étant considéré à l'époque médiévale comme un médicament. Donc il n'y a aucune condamnation du sucre. Et ça, c'est un élément qu'on voit très bien avec le journal de santé de Louis XIV, qui est un très très beau document pour savoir ce que le roi mange réellement, puisque on a des informations sur ses dérèglements alimentaires. Le roi et la reine d'Angleterre ayant engagé le roi pour l'occasion des grands repas, donc grand repas veut dire festin dans la langue du XVIIe siècle, à manger davantage et plus de ragoût la nuit du samedi au dimanche, 28 du mois, il se releva 3 fois, et le lendemain et les jours suivants, il fut 10 fois à la garde-robe. Donc là, nous sommes en fait au moment de l'exil de la famille royale d'Angleterre, hein, des Stuarts, remplacés par Marie et Guillaume d'Orange. Et les Stuarts sont logés à Saint-Germain, mais quand ils sont à Fontainebleau, les deux cours se rencontrent, la cour de France et la cour d'Angleterre en exil, et donc on est obligé de tenir son rang des deux côtés par des grands festins. Et ce sont ces festins donc, qui sont évoqués ici par les grands repas. Et si vous notez la date, hein, la nuit du samedi au dimanche, on est bien sur un jour maigre. Et donc on a eu un grand festin un jour maigre, et le roi a été malade. Et c'est des éléments donc, qui apparaissent encore dans d'autres passages. Ce fut une pure indigestion à laquelle le jour maigre précédent avait donné occasion par une grande quantité de légumes et particulièrement de pois qui nous paraissaient encore tout entiers dans les selles, aussi bien que beaucoup de gros morceaux d'artichauts tout indigestes. Donc là, on sait ce que le roi a mangé. Il a des problèmes dentaires. On lui a arraché une partie du palais hein, quand même en 1685. Et Louis XIV est un glouton. C'est pas un gourmet du tout. Hein. C'est un glouton et il y a des dérèglements alimentaires. Mais on voit
ce qu'ils mangent en maigre et on voit le plaisir alimentaire qu'on a dans ces festins autour de ces végétaux. Le roi voulut manger maigre le vendredi, le samedi, les 2 premiers jours des rogations, dont sa majesté se trouvant fort gonflée. Je lui conseillais de vouloir bien être purgé. Le roi en fut purgé 18 fois et rendit avec beaucoup de sérosité huileuse et fort ardente une prodigieuse quantité de petits pois verts qu'il avait mangés pendant ces 4 jours maigres. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis XIV, visiblement, n'a aucun problème à avoir des indigestions les jours maigres en se gavant de légumes. En revanche, il a des scrupules à consommer de la viande un jour maigre. N'ayant jamais voulu prendre un bouillon gras à cause du jour maigre, mais ayant absolument voulu faire encore maigre, la nuit fut encore plus mauvaise que la précédente, etc. Normalement, quand on est malade, on est dispensé de maigre, puisque le maigre ne peut pas concerner quelqu'un qui est souffrant, et on soigne notamment par un bouillon de viande. Louis XIV refuse. Ce qui peut nous paraître, nous, un peu contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, il se goinfre, il est malade et il rend des petits pois, mais il fait maigre. Et quand on lui donne la possibilité de ne pas faire maigre et donc de se soigner, il refuse. En réalité, ce n'est pas surprenant. Il faut se remettre dans la mentalité du temps et comprendre que Louis XIV se positionne en très chrétien. Et qu'en tant que très chrétien, il est défenseur du monde catholique et il doit garder sa position de roi. Or, alterner le maigre et le gras est une façon de dire qu'il est catholique, qu'il est très chrétien, puisqu'il respecte le maigre et le gras. Mais il est roi, et donc en tant que roi, il doit tenir table, il doit faire des festins. Et donc un festin en maigre, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas une foi superficielle. En fait, un festin en maigre, c'est une façon de montrer, d'un point de vue politique, qu'on est catholique et qu'on appartient aux élites. Et donc, c'est une façon de montrer sa confession, ce qui veut dire une position politique dans l'Europe du XVIIe, mais également sa position sociale. Et on a une lettre à peu près équivalente qui concerne la reine, qui concerne Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est une lettre de Madame de Maintenon, adressée à l'abbé Gobelin. Madame de Maintenon, dans les années 1680, essaye de réconcilier un petit peu la famille royale. Madame de Maintenon évoque son désaccord avec le directeur de conscience de Marie-Thérèse. Si la reine avait un directeur comme vous, il n'y a point de bien qu'on ne dût espérer de l'union de la famille royale. Mais on eut toutes les peines du monde à persuader sur la Medianoche son confesseur qu'il a conduit par un chemin plus propre, selon moi, à une carmélite qu'à une reine. Alors le Medianoche, c'est quoi? C'est un repas à minuit qui a lieu entre un jour maigre et un jour gras. Un jour maigre, on n'a pas le droit de manger de la viande. Mais à minuit 1, on peut manger de la viande. C'est ce qu'on appelle dans les milieux bourgeois le réveillon. C'est ce que nous faisons le 24 décembre, avec le vrai réveillon qui doit être le 25, en fait, pas le 24. Puisque le 24 est un jour de pénitence, le 25 est le jour de fête, donc c'est à minuit 1 qu'on peut manger de la viande, dans la logique catholique. Et c'est exactement ce qui est indiqué ici, et Marie-Thérèse d'Autriche ne sait pas trop si elle doit le faire ou pas. Et son confesseur, visiblement, lui dit qu'elle ne doit pas le faire. Et Madame Maintenon ne comprend pas. Parce que Marie-Thérèse est reine de France. Elle doit tenir son rang. Elle doit tenir ce qu'on appelle un divertissement à la cour de France. Et un divertissement, c'est notamment un Medianoche. S'il n'y a pas de Medianoche, il n'y a pas de divertissement. Et c'est un des grands divertissements de la cour de France dans la décennie 1670. C'est un élément important. Et je terminerai donc sur ce point-là. Cette conception, en fait, elle est fondamentalement chrétienne et elle s'inspire d'une réflexion salésienne, c'est-à-dire d'une conception du monde ici-bas marquée par François de Sales. François de Sales a écrit un ouvrage majeur de la spiritualité catholique francophone, qui est l'introduction à la vie dévote. Et l'introduction à la vie dévote apprend à comment être chrétien dans le siècle, c'est-à-dire avec les gens avec qui on est obligé de vivre. Et François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, nous dit « Serait-il à propos que l'évêque voulût être solitaire comme les chartreux ?» Ben non,
l'évêque est le représentant de l'Église dans le diocèse, il doit tenir table, il doit tenir son rang. Et c'est exactement la même chose pour les festins. Les festins, c'est une façon de tenir son rang, un rang qui a été voulu par Dieu, puisque c'est par naissance qu'on obtient son rang dans la société d'Ancien Régime. Donc vous voyez que le banquet, c'est pas uniquement ce qu'on mange, c'est pas uniquement une approche purement anecdotique. En fait, ça nous plonge au cœur d'une mentalité et au cœur du fonctionnement politique et social de la France d'Ancien Régime. Je vous remercie de votre attention.